quand on propose un sujet comme laïcité et religion, ça n'a pas de sens de parler ex cathedra. Ce qui a un sens pour la séance d'aujourd'hui et pour celle d'ailleurs qu'on tiendra dans 3 semaines et où nous avons conçu les 2 sujets de façon jumelle en quelque sorte. Une séance aujourd'hui laïcité et religion dans notre société et la séance dans 3 semaines comment apprendre à vivre ensemble. Eh bien, sur des sujets comme ça, et c'est pour cela qu'avec Jean-Pierre, nous étions favorables à une proposition à l'ECM, sur des sujets comme ça, ce qu'il faut, c'est qu'ils soient construits par les personnes, par les adultes que vous êtes, par les adultes, par les gens qui ont des responsabilités dans notre société, et que par conséquent, la question d'un savoir sur cette question, sur ce genre de sujet, n'est pas le sujet central. Ce qui est le sujet central sur ce genre de sujet, c'est la capacité à construire quelque chose qui nourrit nos comportements. En un certain sens, et ça sera un clivage perpétuel aussi bien ce soir que dans 3 semaines, c'est pas tant une instruction ou une conférence ou des savoirs qui sont dispensés qu'une éducation pour nourrir des comportements, pour nourrir des façons d'être, pour nourrir ensuite vis-à-vis alors des élèves dont vous avez déjà et dont vous allez avoir la responsabilité, essayer de susciter chez eux une certaine éducation aussi. Alors, nous avions proposé ces 2 sujets, aujourd'hui laïcité et religion en France aujourd'hui et dans 3 semaines apprendre à vivre ensemble, à la fois en raison de l'actualité catastrophique du mois de janvier, Madame Tretiakov l'a rappelé, mais en vérité parce que la France est un pays tout à fait particulier sur ces sujets-là, sur la planète, et tous les pays du monde, tous les systèmes éducatifs du monde doivent répondre à la question comment éduquer la jeunesse par rapport aux religions, par rapport à l'athéisme, par rapport à la laïcité. Et chaque pays y répond de façon différente. Et de ce point de vue, la France est tout à fait particulière, c'est-à-dire que, en somme, nous avons construit depuis longtemps maintenant, mais avec des étapes type Déclaration des droits de l'homme, type loi de 1905, type une ou 2 lois récemment, nous avons construit une façon de penser la laïcité par rapport aux religions et donc une certaine articulation. Cette articulation, en ce moment, elle souffre. Je n'ai pas besoin naturellement de développer ce point, mais naturellement, il se développera ce point en fonction de ce que vous souhaiterez. Je veux dire par là que pendant un quart d'heure, 20 minutes, je vais dire quelques aspects de la question tels que je l'aperçois. Et puis, je crois qu'ensuite, il faut qu'on joue ce jeu-là, ça soit dans une série, en somme, de questions-réponses, que la soirée trouve son importance, que la soirée trouve son intérêt et sa teneur, et son enrichissement pour chacun d'entre nous. Et donc, après cette introduction que je vous propose, et qui n'a de sens que pour nourrir nos échanges à venir, qui sont le plat de résistance de la soirée, eh bien, je vous propose que vous preniez la parole comme vous l'entendrez. Qu'est-ce que c'est que la laïcité ? Je crois que j'ai été voir dans le Petit Robert la définition de la laïcité, parce que j'ai lu des choses sur cette question et j'y réfléchis moi-même, ça ne me plaisait pas tellement. Je trouve que la définition du Petit Robert est assez bonne, je vous la livre textuellement. C'est un principe. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement un état de fait, c'est un principe de séparation de la société civile et de la société religieuse, virgule, l'État n'exerçant aucun pouvoir religieux et les églises aucun pouvoir politique. Voilà ce que dit le Petit Robert. Je suis parfaitement d'accord sur la première partie de la phrase, principe de séparation de la société civile et de la société religieuse. Je suis plus réservé sur la deuxième partie parce que l'État n'exerçant aucun pouvoir religieux, naturellement directement oui, mais indirectement, il est assez naturel que l'État se préoccupe de l'organisation même de la société religieuse, et c'est ce que nous avons essayé de faire, récemment, y compris avec la religion musulmane.
Et réciproquement, et les églises n'exerçant aucun pouvoir politique, c'est vrai si on entend un pouvoir politique direct, mais naturellement, c'est probablement erroné, ou en tout cas trop restrictif, si on ne met pas d'adverbe, c'est-à-dire les églises dans une société laïque comme la nôtre, il est assez naturel qu'elles puissent exercer, sinon un certain pouvoir politique directement, ce que je ne crois pas, du moins une certaine influence politique indirectement, ce que je crois. Le petit Robert, qui est un dictionnaire bien fait, à côté du mot laïcité, il a le mot laïque. Et vous allez voir le mot laïque, qui a une infinité de sens, naturellement. Laïque opposé à clerc et tout ça, c'est un mot qui existe, laïque, depuis encore plus longtemps, je crois, que laïcité. Mais un des sens, évidemment, concrétise ce que vous venez de dire. Laïque, un des sens, qui est indépendant de toute confession religieuse. Laïque, qui est indépendant de toute confession religieuse. Et c'est en ce sens-là qu'il faut dire, par exemple, je ne sais pas, l'État laïque, ou l'enseignement laïque. Alors ici, ce soir, je vais parler de la société en tant que telle, et il me semble que ce dont nous devons parler pour commencer, c'est, je dirais, le bloc constitutionnel qui structure le cadre de notre laïcité. Ce bloc constitutionnel, il est constitué, il est fabriqué de plusieurs points. Ce qui nous intéresse, c'est un certain nombre de choses. L'article 1 de notre Constitution, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle respecte toutes les croyances. Ensuite, nous avons l'article 10 de la déclaration de 1789. Je suis toujours très admiratif des auteurs de la déclaration de 89, parce que c'est des types qui ont réussi à s'exprimer d'une façon tellement simple, tellement profonde. Regardez par exemple, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais le début de l'article 1 m'a toujours fasciné personnellement. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit au pluriel d'ailleurs, en droit au pluriel. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est très dur de ne pas être fasciné par une phrase pareille, quand on voit la façon dont aujourd'hui les législateurs s'expriment de façon très alambiquée, etc. Vous voyez la simplicité des formules. Ils ont écrit ça en 3-4 semaines, au mois de juillet 89, etc. C'est tout de même admirable. Et notre sujet de ce soir, c'est l'article 10, et l'article, surtout 10, et il faut avoir présent ça à l'esprit. Et un peu l'article 16. L'article 10, c'est très important évidemment pour une bonne conception de la laïcité dans la société française. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Ça, c'est un point fondamental qu'il faut constamment, à mon avis, avoir présent à l'esprit, c'est la question de l'ordre public. La société française a des principes, notamment le principe de laïcité, notamment le principe de la liberté de toutes sortes, et en particulier la liberté religieuse. Mais autour de ces principes, et presque au-dessus de ces principes, l'idée que l'ordre public ne doit pas être troublé, en quelque sorte borne les principes et leur donne leur domaine d'effectivité. Ce qui est fondamental dans la société française et dans les décisions du Conseil d'État, c'est que l'ordre public soit, en quelque sorte, ne soit pas troublé. L'article 16 de la déclaration de 89 dit une chose importante à laquelle on ne pense jamais, je vous le lis. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, il y a un bruit là. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée n'a point de constitution. Ça, c'est une chose importante. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'énoncer des libertés, d'énoncer des droits. Il ne suffit pas d'énoncer non plus, éventuellement, des devoirs. Il faut s'organiser pour que ces libertés, ces droits et ces devoirs soient garantis. Et nos ancêtres ont, à juste titre, dit qu'une société qui ne garantit pas, et à certains égards qui ne sanctionne pas les manquements à ces droits garantis,
eh bien, qui ne garantit pas ces droits, est une société qui ne fonctionne pas correctement. Enfin, le dernier point qui a son importance, moindre à mon avis, dans notre préambule constitutionnel, et je cite tout ça pour que vous ayez présent à l'esprit la construction juridique de notre laïcité. Le dernier point, c'est dans le préambule de la Constitution de 1946. Le préambule de la Constitution de 1946 fait partie du bloc de base de notre Constitution aujourd'hui. Et dans son article, alors j'avais noté ça à votre intention, dans son article 5, ce qui est d'ailleurs un article assez... Enfin, c'est assez dur de lire un article comme ça aujourd'hui, je vais vous le lire quand même. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi, ça commence comme ça. Ce n'est pas notre sujet de ce soir, mais c'est quand même dit dans notre bloc de constitutionnalité. Point. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Et donc, si vous voulez, voilà en gros les textes fondamentaux qui caractérisent l'articulation entre laïcité et croyance. C'est-à-dire que la laïcité, c'est certes un espace neutre, c'est d'ailleurs un espace qui a été en quelque sorte créé par la loi de 1905, qui dit « la République ne reconnaît aucun culte », mais ça ne veut pas dire qu'elle ne les connaît pas. Et voilà une distinction qu'il faut absolument que vous compreniez, que vous fassiez comprendre aux jeunes et à vos élèves, etc., et à l'ensemble de nos concitoyens. Ne pas reconnaître les cultes, c'est une chose. Les ignorer jusqu'à les bannir d'un droit de cité, comme on le fait dans le système éducatif français à l'excès, c'est une autre chose. Au contraire, à aucun titre, la laïcité à la française ne dit que l'État ne doit pas connaître les religions. Elle ne doit pas les reconnaître. Mais elle doit les connaître précisément. Et elle doit en assurer, au nom de la liberté religieuse, elle doit en assurer et en garantir l'exercice et la liberté. Alors ça, c'est évidemment un point tout à fait central. C'est-à-dire que la laïcité à la française, ça n'est pas simplement un espace de retrait, un espace de neutralité ou un espace vide, en un sens. C'est ce que j'avais écrit dans l'avant-propos par écrit. Ce n'est pas un espace duquel les religions sont exclues. C'est un espace où les religions sont connues par l'État, mais pas reconnues, en effet, mais connues, et où donc les religions sont présentes de façon équitable. Et de mon point de vue, un contraste absolument saisissant oppose l'école à la télévision. L'école a interprété abusivement, à mon avis, la laïcité à la française comme étant un espace duquel les religions sont exclues, à tel point que la tentative, depuis une dizaine d'années, de créer des conditions d'un enseignement du fait religieux, cette tentative a échoué. C'est des points sur lesquels nous pouvons revenir, bien entendu, dans le débat. Alors que la télévision française publique, tous les dimanches matins, pendant 3 heures, parle des différentes religions. Et je dois d'ailleurs dire que je trouve personnellement que c'est tout à fait remarquable du point de vue de la télévision publique, parce que primitivement, la télévision publique ne parlait que de la religion catholique, et que acte a été pris par ce service public qu'est la télévision, du fait qu'il y a différentes religions désormais dans notre société, et que par conséquent, loin de les exclure de l'espace médiatique, disons de l'espace des médias publics, loin de les exclure, il faut les y inclure et les traiter de façon équitable. Équitable, ne voulant d'ailleurs pas, dans le cas présent, nécessairement dire absolument égal, puisque le temps que la télévision publique le dimanche matin consacre à chacune des religions n'est pas égal et n'est pas d'ailleurs non plus proportionnel au nombre d'adhérents de cette religion dans notre société, parce que sinon, par exemple, la religion bouddhiste aurait 3 secondes, tandis que les catholiques auraient beaucoup. Mais vous voyez que je pense que l'espace de laïcité doit donc être plutôt compris comme un espace que l'on remplit correctement d'une certaine connaissance des religions, d'une certaine compréhension de ce que c'est que le phénomène religieux, plutôt que comme un espace duquel on s'efforce de bannir cette réalité, de la bannir au nom éventuellement de la modernité, parce que ça a été ça aussi, une des choses que nous avons crues, et que je crois on ne peut plus croire,
mais naturellement, ça fait partie du débat. Je livre ça pour votre réflexion et la mienne. On a longtemps cru que le développement, la modernité, allait par soi supprimer la préoccupation religieuse, allait par soi réduire à néant le fait que des gens croient à quelque chose. Il me semble que depuis une vingtaine d'années, la lecture religieuse de l'histoire et des événements historiques, cette lecture religieuse s'est accrue. Lorsque nous étions jeunes, je dis ça pour moi et pour ceux qui ont à peu près mon âge dans cette assistante, mais disons au début des années 60, nous n'avions pas une lecture religieuse, un prisme religieux pour lire les événements du monde. Pas du tout. D'ailleurs, y compris par exemple, je prends l'exemple de l'indépendance de l'Algérie en 1962, beaucoup de nos compatriotes sont venus d'Afrique du Nord, ils sont venus comme maghrébins. Ils ne se pensaient pas, ils ne se disaient pas, on ne disait pas, reprenez les journaux de l'époque, 1962, etc., quand 1 million de personnes sont arrivées de l'Algérie au moment du traité de paix, de l'arrêt de la guerre d'Algérie, 1 million de personnes arrivent en 62 en métropole, qui désormais... Bon, et on ne dit pas c'est des musulmans, on dit c'est des gens d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, autrement dit, on a une lecture de l'événement historique qui n'est pas d'abord religieuse. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, beaucoup ont maintenant une lecture d'abord religieuse des événements du monde, qu'il s'agisse des événements d'Afrique, du Maghreb, du milieu arabe, ou qu'il s'agisse d'Israël, qu'il s'agisse du coup de nos banlieues à nous. Et en même temps qu'a émergé cette lecture religieuse des événements, non seulement subsiste, mais se développe l'idée que la croyance en une religion, la foi en une religion, est quelque chose de fondamental pour l'esprit humain, pour l'homme. Alors ceci est évidemment en complète contradiction avec toute une partie des choses auxquelles nous pensions il y a 50 ans, et en tout cas qu'on le pense ou non, étaient de toute façon dans l'idée, c'est-à-dire c'était un résidu que d'avoir la foi, que d'être dans une certaine religion, dans une certaine croyance. Peut-être même était-ce aussi un résidu que d'avoir une dimension spirituelle de votre esprit, de votre activité, de votre comportement, de votre jugement. Alors je crois personnellement que ceci en effet était erroné. C'est-à-dire je crois que la dimension religieuse, alors si ça vous gêne, on peut dire dimension spirituelle, c'est peut-être plus facile dans les discussions, dans les collèges et les lycées ou sur la place publique, mais en tout cas dimension religieuse de la personne, dimension de croyance de la personne ou dimension spirituelle, je crois que c'est tout à fait fondamental et que à vouloir l'exclure ou à ne pas en tenir compte, comme on serait tenté trop de le faire dans le système éducatif français, à vouloir l'exclure ou ne pas en tenir compte, on prend des risques élevés précisément parce que cette dimension est fondamentale et non pas résiduelle. Un deuxième point, évidemment, c'est dès lors que les religions sont des religions dogmatiques, fondées sur une certaine transcendance et une certaine révélation de Dieu, et dès lors que les gens ont une foi en telle ou telle religion qui structure et organise non seulement une partie de leur pensée, mais une partie de leur action, alors se pose forcément, et c'est une question très difficile pour une démocratie comme la nôtre, se pose forcément la question de l'absolu. C'est-à-dire que les religions, d'un point de vue collectif, et les personnes croyantes d'un point de vue individuel, mettent comme absolu un certain nombre de choses qui leur paraissent fondamentales. Et cet absolu, qui est mis collectivement par les religions ou les églises, ou qui est pensé et revendiqué individuellement par les croyants, cet absolu peut rentrer ou rentre, et ça c'est un élément de discussion évidemment très important et de réflexion et d'articulation très important entre laïcité et religion, cet absolu peut rentrer en pleine contradiction avec la société civile, avec la société démocratique, avec l'idée, enfin notre appareil de loi. Notre appareil de loi. Quelle est votre référence ? Et à quelle référence allez-vous orienter et structurer votre comportement ? Est-ce que c'est le socle
de la Déclaration des droits de l'homme et des lois dans un pays comme le nôtre, ou est-ce que c'est au contraire la loi divine? Ceci se pose avec une acuité très très grande pour les musulmans, mais aussi pour les catholiques. Je pense d'ailleurs sur ce point tout à fait précis que, enfin, on peut percevoir assez nettement une évolution de la pensée et de la déclaration entre les souverains pontifes Jean-Paul II, éventuellement Benoît XVI, et puis le souverain pontife actuel. C'est-à-dire la question de remise en cause, au nom de l'absolu, d'un certain nombre de dispositions civiles que certains des pays démocratiques développés avaient prises, par exemple autour de l'avortement, était très présente dans l'esprit d'un pape comme Jean-Paul II, me semble beaucoup moins présente dans l'esprit d'un pape comme François, lequel, au lieu d'énoncer la loi de l'absolu, pose la question « qui suis-je pour juger ?» Il la pose comme personne, qui suis-je pour juger, mais il la pose aussi comme structure. Quelle Église pour juger? Autrement dit, poser cette question, c'est d'une certaine façon renoncer à l'ambition de son prédécesseur, qui voulait essayer de faire comprendre aux pays développés qu'une partie de leurs dispositions légales et civiles était contraire à l'absolu révélé par Dieu, alors que le pape lui-même, actuel, en posant la question « qui suis-je pour juger ?», a pratiquement abandonné cette revendication de faire réfléchir les sociétés sur leurs dispositions civiles, au nom, évidemment, d'une pastorale plutôt que d'une doctrine. Mais vous voyez que l'articulation entre l'absolu, dès lors que vous êtes croyant, dès lors que des gens sont croyants dans une société, et l'obéissance et le respect à des lois civiles qui seraient contraires à cet absolu, cette question, évidemment, se pose. Et à mon avis, c'est un sujet qui est assez difficile, vraiment compliqué. Parce que dans les établissements scolaires et ailleurs, sur la place publique, évidemment, il faut que les gens articulent leurs deux fidélités, s'ils sont croyants. Par exemple, une des difficultés, nous avons la déclaration, nous, des droits de l'homme. Eh bien, le monde arabe, pas arabe, j'ai tort, le monde musulman a conçu et énoncé ce qui est appelé une déclaration musulmane des droits de l'homme. Et ceci a été fait il y a une quinzaine d'années. Ça s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme islamique. J'ai ça ici. Ça a été adopté par une soixantaine de pays musulmans. Eh bien, cette déclaration des droits de l'homme islamique dit en son article 24 « Tous les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration sont soumis aux dispositions de la charia ». Autrement dit, vous voyez que l'articulation des droits qu'on avance comme des droits de l'homme et de l'absolu venant de Dieu est tout à fait différente avec une déclaration comme celle-ci que dans ce que nous avons fait, nous, où la laïcité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans ma définition, principe de séparation. Ici, nous n'avons pas, dans la déclaration ici, des droits de l'homme islamique, un principe de séparation, nous avons un principe de subordination. Alors évidemment, ceci est vraiment très difficile, je pense, à discuter, à vivre, à éduquer, etc., et à faire comprendre à la jeunesse, compte tenu de ce genre de diversité d'articulation entre laïcité et religieux. Alors, dans notre pays, une conception très négative, très limitée de la laïcité consiste à dire c'est la neutralité, et de la neutralité de passer à c'est la vacuité. Espace neutre veut dire espace vide. C'est, pour une part, malheureusement de mon point de vue, ce qu'a fait l'école publique. Mais il y a aussi, et c'est heureux, dans notre société, des tas de gens qui n'ont pas cette conception un peu négative de la laïcité, espace neutre allant vers un espace vide, mais qui s'efforcent d'avoir une conception plus positive des choses. Et je pense qu'ils ont raison et que c'est là-dessus qu'il faut se fonder. Et je vais donner encore cet exemple pour illustrer une autre façon d'articuler les affaires. Qu'est-ce que ça veut dire si l'on veut donner une conception plus positive de la laïcité? C'est certes un espace au nom de la séparation où l'État est neutre, c'est-à-dire ne reconnaît pas les religions. Ça, il n'y a pas de doute. Mais ça ne veut pas dire
qu'il les ignore. Il ne les reconnaît pas, mais il les connaît. Ça, c'est donc une chose. Et non seulement il les connaît, mais il en garantit l'exercice. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. D'une certaine façon, la laïcité, de mon point de vue, je dis ça pour la discussion éventuellement, est très positive pour l'exercice de la liberté religieuse. Elle est très positive. Puisque si l'on conçoit, et si l'on veut bien concevoir la laïcité de notre société de cette façon positive, alors il est clair que c'est elle qui garantit l'exercice de la liberté religieuse. Et donc l'opposition entre laïcité et religion devient factice dans une perspective comme ça. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est une perspective que je considère comme plus intelligente. Parce que, en quelque sorte, la laïcité, parce qu'elle permet la garantie de l'exercice des libertés religieuses, et c'est pour ça que j'avais cité cet article de la Déclaration des droits de l'homme de 89 tout au début, eh bien, évidemment, devient l'allié de la liberté religieuse et non pas son contraire ou son adversaire. Et donc ça, c'est un premier élément de positivité de laïcité. Puis alors, vous en avez un second, naturellement, et je crois qu'il faut vraiment aller dans cette direction, c'est, en gros, la laïcité, puisque c'est un espace neutre, puisque c'est un espace, comment dirais-je, sans privilège du point de vue des différentes conceptions religieuses, voire philosophiques du monde, eh bien c'est un espace, c'est précisément l'espace dans lequel on peut vivre ensemble. Alors ça, c'est évidemment très important pour la République et française et pour le pays, c'est-à-dire vivre ensemble, ça veut dire, c'est précisément la laïcité est l'espace dans lequel notre devise, liberté, égalité, fraternité, peut se concrétiser réellement. Alors ça, c'est un fil de positivité de la laïcité qu'à mon avis, il est très important de tirer, y compris si l'on songe, ce qui est vrai, que notre devise liberté, égalité, fraternité a des sources chrétiennes. Et par conséquent, alors liberté, bien entendu, liberté y compris religieuse, c'est-à-dire la laïcité est l'espace dans lequel la liberté est possible, notamment religieuse. Égalité. Égalité, c'est aussi le cas. Alors ça, c'est évidemment un cas tout à fait important et tout à fait fondamental, y compris dans l'éducation de la jeunesse. Il faut absolument qu'on explique que c'est dans un espace de laïcité que, notamment, l'égalité entre hommes et femmes se concrétise. Parce que l'école... quand vous réfléchissez, si vous voulez, à une société comme la nôtre, vous avez trois instances dans lesquelles la question de l'égalité homme-femme se pose. Vous avez la famille, vous avez l'école et vous avez le marché du travail. Eh bien, si vous voulez bien réfléchir à ces trois instances et à comparer entre elles les attitudes qu'elles ont, chacune de ces instances, sur le problème spécifique de l'égalité ou du déséquilibre entre les garçons et les filles ou les hommes et les femmes. Des trois instances, je crois que c'est l'école qui est la plus égalitaire. Et je crois qu'il est bon qu'il en soit ainsi. Elle est plus égalitaire que la famille. Beaucoup de familles n'ont pas à l'endroit des petits garçons et des petites filles, des adolescents et des adolescentes, exactement les mêmes attitudes. Je ne parle pas naturellement d'il y a 80 ou 100 ans dans la bourgeoisie française où on se préoccupait de faire suivre des études aux garçons et de faire marier les filles. Je parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une attitude différente, y compris implicitement différente dans beaucoup de familles entre les garçons et les filles. Et quant au marché du travail, il n'y a absolument aucun doute que ça reste différent. Je pense même personnellement, pour être tout à fait franc, que comme depuis une cinquantaine d'années dans notre pays, les filles, et d'ailleurs dans tous les pays développés, les filles réussissent mieux à l'école, la contradiction entre une société dans laquelle les filles ont plus de compétences et de connaissances parce qu'elles réussissent mieux à l'école et le sort moins bon qu'il aurait fait sur le marché du travail, la contradiction entre ces deux choses-là, un jour va exploser, et donc ça va rendre le fonctionnement de la société tel qu'il est aujourd'hui presque impossible. Aujourd'hui, si vous voulez, l'écart de salaire, qui est un indicateur comme un autre entre hommes et femmes sur le marché du travail, est de l'ordre de 18 à 20%. Et par conséquent, en défaveur des femmes. Dans ce 18 à 20%, je dis d'ailleurs tout de suite, la moitié s'explique par le fait que les hommes et les femmes ne sont pas dans les mêmes métiers, mais l'autre moitié, c'est dans les mêmes métiers un écart de salaire. Eh bien, ceci, certainement, n'est pas... D'abord, montre qu'on ne traite pas les hommes et les femmes de la même façon dans l'économie et sur le marché du travail, et je pense, à long terme, n'est pas stable, n'est pas compatible avec la réussite scolaire des filles plus grande que celle des garçons. Et donc, l'école est l'instance, me semble-t-il, où l'égalité homme-femme est la plus grande, ou en tout cas, l'inégalité homme-femme est la plus petite. Et ça, je pense que c'est aussi
un élément important d'un espace de laïcité. L'espace de laïcité est celui où on peut faire vivre au maximum, à l'école et ailleurs, mais à l'école d'abord, une égalité entre les hommes et les femmes. Et je crois que ça doit être quelque chose sur quoi nous tenions ferme. La question de la discrimination est également une question, à mon avis, qui se pose au nom de l'égalité. Est-ce que l'égalité à laquelle nous croyons et que l'espace de laïcité permet de concrétiser, est-ce que cette égalité autorise ou au contraire interdit toute forme de discrimination? Ça, c'est un sujet extrêmement important. Il y a 11 ans, j'ai présidé la commission de réforme de l'école et dans la commission que je présidais, il y a au moins une personne qui est là, qui était membre de cette commission et qui peut témoigner de l'exactitude de ce que je vais dire. Nous avions eu un débat très difficile sur cette question. Est-ce que l'égalité entre les Français requiert ou au contraire interdit qu'on essaye de favoriser certains au détriment d'autres parce qu'ils sont dans des milieux sociaux ou culturels moins favorables spontanément à la réussite éducative? Est-ce qu'il faut faire de la discrimination positive? Et si oui, sur quels critères? Et est-ce que c'est compatible avec l'idée d'égalité? Vous voyez qu'il y a tout un champ ici qui s'ouvre, qui n'est pas au centre de notre préoccupation, mais qui est juste connexe et qui est, en somme, le reflet d'une laïcité positive. Le dernier point, naturellement, c'est la question de la fraternité. La fraternité ou la solidarité, si vous préférez, je ne crois pas que les deux mots soient équivalents. La fraternité est des trois mots de notre devise, celui qui, évidemment, est le moins facile à assurer et d'ailleurs qui est le moins bien assuré. Mais je voudrais ici essayer de, surtout devant un auditoire de chefs d'établissement, essayer de défendre l'idée qu'un espace de laïcité, c'est un espace, par définition, en raison de sa neutralité, où on échange des arguments et on discute. Et où, avec des options différentes, on est quand même capable de s'écouter, de s'aider éventuellement. C'est-à-dire on est quand même capable de faire vivre une certaine fraternité en dépit de la diversité interne qui nous caractérise. Diversité en matière des options, en matière des conditions de vie, en matière de ceci ou de cela. Et par conséquent, je crois qu'il faut que dans votre politique éducative, je dis ça comme une autre affaire connexe rapidement, je crois qu'il faut absolument développer dès l'école primaire l'enseignement des sciences. Non pas pour les sciences, mais parce que c'est le seul enseignement qui permet de développer une certaine capacité à argumenter et que par conséquent, c'est celui, l'enseignement des sciences, entendu intelligemment, c'est-à-dire pas du tout des sciences au tableau noir naturellement, mais entendu comme étant observation de la réalité et argumentation sur cette réalité, c'est le seul enseignement qui prépare vraiment le futur citoyen. Peut-être que j'ai encore une minute ou deux pour indiquer, mais ceci relève aussi de la séance de la soirée que nous aurons dans 3 semaines. Je pense que une des dimensions d'une laïcité qui devrait être positive, c'est précisément, de donner une certaine importance à un enseignement du fait religieux. Un enseignement du fait religieux dans l'ensemble de notre système éducatif, y compris dans les établissements catholiques où la question du fait religieux, me semble-t-il, doivent être distinguées de la question de la catéchèse. C'est-à-dire qu'il y a place dans l'enseignement public, c'est sûr, mais je crois aussi dans l'enseignement catholique pour vraiment un enseignement du fait religieux. Et non seulement il y a place, à condition qu'on le structure et qu'on le fasse correctement. Si la discussion vient sur cette question, je dirai ce que je pense qu'il faut que nous fassions sur cette question, mais je crois que c'est une urgence. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à faire vivre la fraternité ou à échanger des arguments sur les options religieuses des uns et des autres, et où du coup on en vient à échanger des coups, c'est que précisément une éducation au fait religieux n'a pas été dispensée. Et donc la distance à la fois la distance qu'on peut mettre par rapport à ses propres croyances, mais aussi la compréhension des croyances des autres n'est pas assurée par un enseignement des faits religieux, et par conséquent, faute de cette distance par rapport à moi-même, et faute de la croyance de ce que croient les autres, dès lors qu'ils croient autre chose que moi-même, je suis tenté de résoudre la contradiction vivante de cet autre qui croit autre chose que moi-même, de la résoudre par des coups et par la violence. Et je pense que l'émergence de la violence, s'agissant des questions, en somme, liées
aux croyances des uns et des autres, cette émergence est directement liée au fait que nous n'avons pas réussi à faire une éducation aux faits religieux qui soit satisfaisante. Alors, ceci, naturellement, ne constitue, vous l'avez compris, je le répète, que des introductions, des pistes lancées ici ou là. Avec Mme Tretiakov, nous avions vraiment l'idéologie, disons, de faire d'une telle soirée plutôt une soirée d'échange et qui donc irait, à partir de cette introduction, dont certains aspects sont assez sommaires, comme vous l'avez compris, qui irait à partir de cette introduction dans la direction que vous voulez, sous forme de questions-réponses, avec un débat qui est animé par Jean-Pierre Kerboul, mais dans lequel chacun, évidemment, doit pouvoir s'exprimer. Et si je ne sais pas répondre à vos interrogations, eh bien je ne répondrai pas. Et si je sais répondre, eh bien je pense que nous nous enrichirons mutuellement. Comment définissez-vous un fait religieux et à quelles conditions vous semble-t-il qu'il puisse y en avoir un enseignement? Donc, petite question, monsieur. Alors, je préfère dire ce que n'est pas pour moi le fait religieux. Le fait religieux, pour moi, monsieur, ça n'est pas l'histoire du fait religieux. Autrement dit, si on se lance dans un enseignement du fait religieux, ce que je crois qu'il faut faire, ça ne peut pas être un enseignement d'histoire des religions. Ça ne peut pas être Luther ou bien la religion dans la démocratie athénienne. Autrement dit, le fait religieux inclut, certes, une certaine connaissance des institutions, certes, une certaine appréciation de l'histoire de ces institutions, mais recouvre d'abord, en quelque sorte, ce que signifie pour les gens qui ont une croyance, le fait de l'avoir. Autrement dit, le fait religieux ne s'oppose pas pour moi à une certaine compréhension de ce que signifie avoir la foi en une religion. Dans ces conditions, je peux continuer à répondre. Bon. Dans ces conditions, je pense, si vous voulez, trois choses fondamentales. C'est-à-dire, il faut que le contenu d'un enseignement du fait religieux permettent de comprendre les convictions des uns et des autres et permettent d'avoir une certaine distance soi-même par rapport, donc si vous voulez, d'articuler, je sais bien que c'est un peu théorique, mais je le dis quand même, d'articuler conviction et distance critique. Mes convictions. Et donc c'est pas d'abord, et en tout cas c'est pas sûrement un savoir, c'est un peu un savoir, mais c'est surtout une compréhension de ce qu'on est quand on est un croyant. Alors du coup, je crois qu'il faut en faire sinon un enseignement à part, du moins lui consacrer un certain horaire à part. Parce que si vous ne consacrez pas un certain horaire à part, si vous dites c'est les professeurs d'histoire qui doivent faire... Aujourd'hui, par exemple, nous avons dit c'est le trio qui doit faire ça. Les professeurs d'histoire, les professeurs d'art plastique, les professeurs de je ne sais plus si c'est français ou philosophie, je crois que c'est français. Si vous dites ça, forcément, ça va aller vers l'histoire des religions ou ça va aller vers, pour les arts plastiques, les reflets des religions dans la peinture de l'Occident et pareil, le reflet dans la littérature, etc. Or, il faut essayer qu'un enseignement du fait religieux soit un enseignement qui, sans être catéchétique, soit un enseignement qui comprenne ce que c'est que la réalité de la foi pour les garçons et les filles du collège, auquel, naturellement, c'est au collège. Je ne crois pas que ça puisse être à l'école élémentaire de mon point de vue. Autant un enseignement moral et civil à l'école élémentaire, oui. Autant un enseignement du fait religieux, je pense qu'il faut le commencer doucement au collège et qu'il prenne sa pleine force au lycée. Et alors là, il faut essayer de saisir ce que c'est que... Alors je vais dire un mot qui est un peu... Ce que c'est que l'expérience religieuse. Et du coup, si vous voulez, alors, je crois qu'il faut lui consacrer un certain temps, d'où dans mon esprit, sinon pas une discipline spécifique, mais un temps spécifique. Pas un horaire hebdomadaire, naturellement, mais enfin des temps spécifiques. Deuxièmement, je pense vraiment qu'on ne peut pas confier ça à un professeur unique. D'une part, il vaut mieux confier ça à des couples de professeurs, un peu sur le modèle de l'ECJS, ou un peu, et puis surtout, il faut faire venir des intervenants extérieurs, incontestablement, qui puissent
à la fois, si vous voulez, comment dirais-je, expérimenter et témoigner. Et puis enfin, je crois qu'il faut revoir les contenus, je veux dire en termes de programme, pour justement s'approcher de ce que je dis, c'est-à-dire s'éloigner le plus qu'il est possible de ce qui serait pour moi un dévoiement catastrophique, c'est-à-dire l'histoire des religions. Je veux dire, si les garçons et les filles de 15-16 ans c'est pas sûr qu'ils soient tous en manque d'éducation sur ce sujet, mais s'ils sont en manque d'éducation sur ce sujet, et si nous pensons que c'est notre responsabilité d'essayer de compenser cette éducation, alors je crois que ce n'est pas avec Luther qu'on le fera. Juste, ça veut dire que la semaine prochaine, c'est la semaine sainte, on fait intervenir des croyants qui viennent expliquer ce qu'est Pâques dans une classe, enfin dans toutes les classes, parce que c'est la semaine sainte. Donc on est dans l'enseignement du fait religieux, où on est dans un domaine qui s'apparente à la pastorale et qui n'aurait pas sa place telle qu'on l'entend aujourd'hui dans un temps d'enseignement sur une heure de cours. Voilà, c'est une hypothèse qui est très proche de la réalité, en fait. Non, je comprends bien. Si vous voulez, il faut expliquer ce qu'est le ramadan. Il faut expliquer ce qu'est le carême et la semaine pascale. Je veux dire ce que ça signifie pour les chrétiens. Mais il faut l'expliquer à la fois un peu d'extérieur. Quelqu'un est capable d'expliquer ce que signifie le ramadan, ce qui signifie la semaine pascale d'extérieur. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour l'expliquer. Donc vous l'expliquez un peu de l'extérieur. Mais vous ne vous interdisez pas de faire témoigner quelqu'un qui en vit. C'est ça que je veux dire. Il y a à la fois l'explication. Bon, mais en même temps, vous ne basculez pas nécessairement, et à mon avis, il faut faire cette distinction entre le fait religieux qui est voilà ce que c'est, voilà ce que ça représente pour ceux qui y croient, voilà ce que c'est, voilà ce que ça représente pour ceux qui y croient, et puis alors la catéchèse, c'est autre chose, c'est-à-dire je vais vous amener, vous, à y croire. Alors, naturellement, les frontières peuvent être assez délicates, je suis d'accord, mais si on pose au départ que c'est possible de faire les choses séparément, alors, et que d'ailleurs on peut le faire avec, alors je le répète, soit des intervenants internes à l'établissement, soit des témoins externes. C'est-à-dire, je pense, si vous voulez, que c'est ça que... Je n'aime pas le mot enseignement dans ce genre de contexte parce que je préfère le couple instruction-éducation. Parce que pour moi, le couple instruction-éducation est plus clair. C'est-à-dire, enseignement, on ne sait jamais très bien ce que c'est. Tandis que le couple instruction-éducation, on sait très bien ce que c'est. On sait ce que c'est que l'instruction civique et on sait ce que c'est que l'éducation civique. On sait ce que c'est que l'instruction religieuse et on sait ce que c'est que l'éducation. Bon. Et du coup, je pense que l'éducation du fait religieux, ça doit être effectivement une éducation et pas une instruction, et pas seulement une instruction du fait religieux. Et donc, il me semble que sur cette base-là, c'est faisable, y compris, mais naturellement, je dirais la même chose devant un auditoire de chefs d'établissement du public, y compris, à mon avis, dans le lycée public. Mais vous voyez, non, je veux dire, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais je voudrais vous faire sentir, nous sommes dans un degré d'urgence. C'est-à-dire, si dans l'ensemble de nos établissements scolaires publics ou privés sous contrat, on ne prend pas les voies et moyens, y compris avec un peu de risque, les voies et moyens de faire comprendre ce que c'est que cela, nous avons une société dans laquelle l'espace laïque, où on se comprend et où éventuellement on a des attitudes fraternelles avec les autres, devient alors une fiction. Une fiction. Je veux dire, on est dans une société qui est maintenant vraiment traversée par l'antisémitisme et qui est en train d'être traversée par l'anti-islamisme. Et donc si, dans les établissements, on ne prend pas le risque que je dis, c'est-à-dire d'essayer de construire l'éducation au fait religieux, si on ne prend pas ce risque-là, alors je crois que là, notre société va se déchirer. Et donc je suis très, comment dirais-je, je n'aurais pas réagi comme ça il y a 1 an ou 18 mois. Je pense que là, il y a une certaine urgence. Je pense qu'un espace de laïcité est un espace où les gens se sentent reconnus. Je veux dire par là, les gens qui ont perpétué les attentats, les atrocités qu'on a vues début janvier, fondamentalement, c'est des gens qui ne se sont pas sentis reconnus à un moment donné de leur existence.
Alors, je reviens sur ce que vous avez dit à propos du pape François. Vous avez évoqué que Jean-Paul II aurait peut-être eu un peu d'ingérence selon la loi divine, par exemple, concernant l'avortement, et que le pape François aurait renoncé finalement à se mêler de ça, si je puis dire. Et enfin, je ne pense pas avoir été jusque-là. Non, mais j'ai cru comprendre que ça pouvait être presque jusque-là. Et moi, ça m'interroge parce que je crois que la pédagogie du pape, justement, me semble assez juste, puisque c'est plutôt la pédagogie du Christ. C'est plutôt que de balancer une loi ou de rappeler la loi qui serait celle de Dieu comme première, avant tout, c'est peut-être laisser les personnes, et c'est là que je reviens à la conviction que je donnais tout à l'heure, c'est laisser les personnes les reconnaître, les laisser, comme vous avez dit, ça doit être un lieu d'échange et où on discute, l'école, et je crois vraiment à ça, quoi. Oui, oui, monsieur, mais je comprends qu'on croit à ça, et en cela, vous êtes, je pense, comme beaucoup d'entre nous, y compris comme moi-même, forgé et modelé par le système éducatif français et par le fait que nous vivons dans une démocratie. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? C'est un espace dans lequel il n'y a pas d'absolu. Il y a un absolu du mal. Et d'ailleurs, cet absolu du mal, nous l'avons sanctionné par le droit. Nous avons des lois qui nous interdisent d'avoir des propos antisémites ou de glorifier le nazisme. Donc une démocratie, elle sait identifier le mal et elle sait, comment dirais-je, sanctionner des atteintes qui vont contre... bon. Elle ne sait pas identifier le bien. Et donc nous sommes orphelins du bien quand on est dans une démocratie. Et par conséquent, une des façons de lutter contre cet orphelinat, c'est d'organiser la discussion, organiser l'échange, se comprendre, etc. Mais vous voyez qu'en disant ça, qui est vrai, vous êtes très très éloigné de l'idée d'absolu. Très très éloigné de l'idée d'absolu. Si vous croyez dans l'absolu, la question des échanges n'a pas une fonction, comment dirais-je, de construction de la vérité. Quand vous croyez dans l'absolu, vous pouvez être pour des échanges, heureusement, ça va de soi, mais c'est plutôt des échanges à valeur heuristique, pédagogique. Ça permet de mieux comprendre l'absolu, ça permet de mieux comprendre, pour prendre le titre d'une encyclique du pape Jean-Paul II, mieux comprendre la splendeur de la vérité. C'est tout à fait le contraire. Dans une démocratie, l'échange n'est pas à valeur pédagogique, l'échange est à valeur constructiviste. C'est par l'échange, et d'ailleurs, bon. Et alors, si vous voulez, ce qui, moi, m'apparaît, mais naturellement, je ne vais pas pousser trop loin l'analyse, et je ne suis pas un expert de cette question, mais ce qui, moi, m'apparaît assez nettement, c'est qu'entre le pape Jean-Paul II et le pape François, il y a au moins un déplacement de la question. C'est-à-dire, il y en a un qui dit tout de même la splendeur de la vérité, et qui donne à la vérité un caractère absolu, et qui, du coup, et je crois comme pape et comme homme, a dû horriblement souffrir des cas limites à cet absolu. Les cas épouvantables dans lesquels des petites filles serbes ont été violées, ou que sais-je, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Et il me semble que d'un point de vue plus pastoral que doctrinal, mais en tout cas en déplaçant la question, mais ça ne veut pas dire que le pape François va abandonner la doctrine, ça je ne crois pas ça du tout, et d'ailleurs je ne sonde pas ses reins et ses cœurs. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a un déplacement de la question, et que ce déplacement a d'ailleurs été parfaitement compris par les médias laïcs du monde entier. Quand sur l'homosexualité dans l'avion qui le ramenait de je ne sais plus où, la question lui a été posée, et il a répondu « Qui suis-je pour juger ?» Si vous voulez, ça n'a strictement rien changé sur la doctrine. Strictement rien changé sur rien, sauf que la question s'est déplacée. C'est ça que j'ai voulu dire. Et que je pense en ce sens-là qu'il y a un côté plus adapté à la situation moderne et à la relativisation moderne du pape François qui pose cette question que ses deux prédécesseurs. Le pape Jean-Paul II, pour qui la vérité avait un côté absolu, et le pape Benoît XVI, pour qui le relativisme était le mal absolu. Questions? Il n'y a plus de questions? Oui, merci. J'aimerais savoir ce que vous pensez du débat qui a eu lieu au courant du mois de décembre dans le journal L'Alsace et qui, sous prétexte de laïcité, prétendait qu'il ne faudrait plus parler de marché de Noël parce que Noël faisait référence
à une fête chrétienne. Alors je ne connais pas ce débat d'Alsace. Mais il a bien eu lieu. Et... Oui, oui, oui. Puisque vous évoquez l'Alsace et la Moselle, nous savons que, c'est d'ailleurs intéressant, il faut toujours rappeler ce cas pour penser que même une société comme la nôtre, si cartésienne, et avec des jardins à la française, si tirés au cordeau avec des angles droits, nous avons l'Alsace et la Moselle qui sont sous un régime concordataire et qui ne sont pas du tout sous le régime de la loi de séparation de 1905. Par conséquent, nous avons, et je ne vous parle pas de Mayotte, qui est un département français et qui, en tant que département français, probablement, s'il était autonome, serait jugé comme un pays musulman. Donc, serait sous la loi, que j'ai dit tout à l'heure, universelle des droits de l'homme islamique. Donc, nous avons tout de même plus de variété que ce que nous croyons et que ce qu'on dit de nous. Bon. Alors, le débat sur l'arbre de Noël, je pense que ça, c'est... Enfin, personnellement, si vous voulez, je ne crois pas que ça soit une chose qui doive être bannie de l'espace public. Pourquoi ? Parce que je ne crois pas, et ça c'est une question sur laquelle soit vous pouvez réfléchir, soit nous pouvons discuter, soit, etc. Je ne crois pas que la religion, même dans une société laïque, soit une affaire purement privée. Je ne crois pas que la religion ni la foi soient une affaire purement privée. D'abord, je vois que dans notre espace public, il y a des cathédrales. Vous n'allez pas détruire les cathédrales. Je vois que dans notre espace public, ça c'est un autre aspect qui est extrêmement intéressant et qui existe depuis 10 ou 15 ans seulement, la difficulté de l'État à assurer en gros un bon système de protection sociale, un bon filet pour éviter que la pauvreté ne se développe. Et l'État, n'arrivant plus à assurer ça, demande à des associations de le faire pour lui. Demande au Secours catholique, demande à l'entraide protestante, demande au Secours musulman. En somme, d'être le bras armé de l'État pour faire face à des situations de pauvreté. Et par conséquent, l'État lui-même, s'agissant du domaine de la protection sociale, que je prends comme un exemple, l'État lui-même, non seulement ne subit pas la religion dans l'espace public, comme on pourrait le dire qu'il le fait des cathédrales, mais demande que des associations cultuelles entrent dans l'espace public au service d'une politique collective visant, dans le cas présent que je cite comme exemple, visant à réduire la pauvreté. Par conséquent, je crois que c'est tout à fait erroné de penser que la religion est dans l'espace privé. Et d'ailleurs, Antenne 2, je reprends cet exemple-là, ce n'est pas un espace privé, c'est une chaîne de télévision publique et elle prend la religion comme l'expression publique d'une certaine croyance. Et donc à ce titre-là, comme je pense cela, et je crois vraiment que c'est important de le défendre, c'est-à-dire l'idée, la laïcité entraîne que la religion est exclusivement du domaine privé, c'est une idée que je crois vraiment erronée, et en tout cas que je pense qu'il faut combattre. C'est-à-dire que je pense que la religion a une dimension publique. C'est pour ça que j'étais réservé sur la deuxième partie de la définition du Robert tout à l'heure. C'est-à-dire je pense qu'il est non seulement souhaitable mais nécessaire que les églises dans un espace laïque continuent à avoir sur un certain nombre de sujets une certaine influence politique. Je veux dire politique pas au sens de la gestion de la politique, mais naturellement de la façon de poser un certain nombre des grandes questions. Je crois qu'il est légitime, par exemple, sur la fin de la vie, que les églises soient conviées par l'État ou par les parlementaires à s'exprimer et que, en quelque sorte, un certain nombre de grands responsables des religions soient conviés et invités à être auditionnés par les personnes qui préparent une loi sur la fin de vie. Alors je ne dis pas, naturellement, qu'il faille que les religions soient comment dirais-je, très profondément dans l'espace public. Je ne dis pas que les religions doivent imprimer directement la politique. Je ne dis pas ça du tout. Il y a des gens qui, à mon avis, que je connais dans l'environnement chrétien, qui jugent cela, qui jugent finalement une partie de nos choix fondamentaux doivent d'abord être nourris de la réflexion des croyants, etc. Ça, je crois que c'est erroné. Mais je crois
qu'il est également erroné, je le répète, de mettre toute expression de foi dans la pure sphère privée. Et donc, il me semble qu'à ce titre-là, il n'y a pas de raison de supprimer le sapin de Noël, dès lors que vous feriez, ce qui d'ailleurs est discutable, du sapin de Noël un symbole purement religieux. Je rappelle une chose qui est très importante, très très importante. Il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, Bernard Tout-le-Monde qui est présent ici s'en souviendra peut-être, dans une petite commune de Franche-Comté, il y avait des crucifix dans les écoles publiques. Il y a eu sur cette commune de Franche-Comté une contestation de ces crucifix. Et il y a eu, après la contestation de ces crucifix, la majorité des habitants de cette commune publique, le maire avec son drapeau tricolore en tête, qui ont défilé dans les rues pour demander qu'on remette les crucifix dans l'école publique. Et le Conseil d'État en a jugé ainsi. C'est-à-dire, dans l'école publique, dans le cas de la commune dont je parle de Franche-Comté, le crucifix doit être mis parce que s'il n'y est plus, l'ordre public est perturbé. Je reviens sur le critère fondamental. Le critère fondamental qui justifie et borne la circonscription publique de l'expression religieuse, c'est la stabilité de l'ordre public. C'est déjà assez compliqué dans une société, et ça l'est peut-être d'ailleurs de plus en plus, monsieur, d'assurer l'ordre public dans une société comme la nôtre. Alors si en plus, vous ne prenez pas ça comme critère pour essayer de comprendre et de borner les expressions publiques, alors si ça devient, et peut-être ça deviendrait, si je me mets à vous supprimer tous les arbres de Noël de France et de Navarre, il va peut-être y avoir des types qui vont descendre dans la rue pour dire qu'est-ce que c'est que ces conneries. Alors à ce moment-là, vous comprenez, le Conseil d'État pourrait dire « remettons les sapins de Noël en odeur de sainteté, si je puis dire, de telle façon à favoriser la stabilité de l'ordre public. » Vous voyez, c'est en ce sens-là, le critère fondamental, c'est l'ordre public, et avant l'application de ce critère, il ne faut pas décider des sphères, soit privées, soit publiques, de l'expression religieuse. Je crois qu'il y a deux ou trois questions. À vous d'abord. Oui, bonjour. Deux questions. Effectivement, vous avez évoqué tout à l'heure l'importance de l'enseignement du fait religieux, l'éducation au fait religieux. Très prosaïquement, vous êtes ô combien fin connaisseur d'un espace éducatif. Ça serait pour vous un espace-temps obligatoire. De quelle intensité est-ce qu'il vous paraît nécessaire et obligatoire aussi, y compris dans l'enseignement catholique, toute autre forme de sensibilisation aux religions. Deuxième question annexe, vous évoquez la nécessité de faire appel à des intervenants. Alors on imagine effectivement le défilé des représentants de culte, voilà, type brainstorming, quel type d'intervenant pourrait intervenir selon vous? Et deuxième question, il y a quelque temps, il avait été question que tous les établissements d'enseignement, y compris, je crois, catholiques, abordent le drapeau tricolore, les symboles c'est important, le drapeau tricolore sur leur fronton, ainsi que la devise républicaine, que vous développez, et merci de la façon dont vous l'avez fait, liberté, égalité, fraternité. Est-ce que ça vous paraît aussi une idée nécessaire et même obligatoire, y compris pour les établissements d'enseignement catholiques? Ah, attendez, sur le deuxième point, la réponse est simple, c'est la loi. La réponse est simple, c'est la loi. Et par conséquent, au fronton des établissements catholiques doivent figurer la devise du pays. C'est la loi. Ça, c'est un point qui est important. L'enseignement catholique dans notre pays, depuis la loi Debré, est en fait bicéphale. Nous avons un expert de cette question, c'est à la fois un enseignement catholique naturellement, mais c'est un enseignement qui a passé un contrat avec l'État. Et qui, ayant passé un contrat avec l'État, avec des avantages et des inconvénients, avec des droits et des devoirs, est une partie du système éducatif global. Et lorsque j'ai présidé la commission de réforme de l'école il y a 11 ans, à la fois je n'ai pas voulu faire un sort particulier à l'enseignement privé sous contrat, je l'ai considéré comme étant une partie du système éducatif global, et en même temps j'ai imposé qu'il y ait dans la commission des personnes issues de cet enseignement.
Il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'il y ait des personnes issues de cet enseignement. D'ailleurs, je me permets de dire que votre actuel secrétaire général de l'enseignement catholique était membre de ma commission. Et le précédent était membre de ma commission aussi. Bon. Et donc, si vous voulez, non, ça... Et d'ailleurs, c'est une chose que j'ai déjà dite devant des représentants de l'enseignement catholique et que votre question m'incite à redire. Je pense qu'il y avait eu une chose très délicate qui avait été faite par le pape Benoît XVI. J'ai dit ça devant les 2000 types qui étaient à la convention de l'enseignement catholique à Vincennes, je ne sais plus quand. Juin 2013. Merci. Le pape Benoît XVI a reçu 6 évêques français le 30 novembre 2012 dans ce qu'on appelle une visite ad limina apostorum. C'est des évêques français. Et donc, vous êtes le pape, si je puis m'exprimer comme ça, vous recevez des évêques français, vous parlez d'un certain nombre de choses qui tiennent à la fois, évidemment, à l'Église catholique et qui tiennent à la France. Vous pouvez parler d'une infinité de choses, mais le pape avait choisi de parler, et je crois qu'il avait raison, de la question de l'éducation. Parce que une des originalités de la France, c'est que l'enseignement catholique a passé un contrat avec l'État. Vous ne voyez ça nulle part ailleurs au monde. Enfin, sous cette forme-là, en tout cas. Bon. Et d'ailleurs, il y a des tas d'endroits où il n'y a pas de raison que vous le voyez. En Italie, l'enseignement catholique, c'est l'enseignement catholique. Il n'est pas astreint à suivre des programmes, il n'est pas astreint à suivre des horaires, il fait ce qu'il veut. Bon. Nous, on n'est pas du tout dans cette situation. L'enseignement catholique français a passé un contrat avec l'État. Et le pape Benoît XVI dit, guillemets, « Lieu de transmission du savoir et de formation de la personne, d'accueil inconditionnel et d'apprentissage de la vie en commun, les écoles catholiques bénéficient souvent d'un prestige mérité. » Ça ne mange pas de pain, et en même temps, c'est vrai. Point. Point. Jusqu'à maintenant, ça va. Mais la deuxième phrase. « Trouver les chemins pour que la transmission de la foi demeure au centre de leur projet éducatif est nécessaire. » Alors ça, pour moi, la ligne jaune est franchie. La ligne jaune est franchie. Naturellement, les établissements d'enseignement catholique peuvent et sans doute doivent. Le caractère propre a été fait pour ça. Proposer la foi chrétienne. Proposer comme but et peut-être centre de la vie des jeunes gens. Mais que le pape dise, alors qu'il connaît admirablement la situation française, n'est-ce pas? Que le pape dit la foi doit demeurer au centre du projet éducatif des écoles catholiques en France, non. Non. C'est contraire à l'idée de contrat avec l'État. Et donc, si vous voulez, il est normal que l'enseignement catholique, au nom de ses devoirs, applique ce qui est un certain nombre de devoirs. Alors, donc, la fin de votre question, la devise, etc. Bon, alors, le secrétaire général de l'enseignement catholique a évoqué la possibilité à un moment, j'avais vu ça dans la presse, qu'à côté de la devise, on mette un mot de l'Évangile. Eh bien, mettons un mot de l'Évangile. Moi, ça me... Non, je veux dire, il faut accepter les identités plurielles. Ça, c'est un point décisif, vous comprenez? Si vous êtes dans un monde et une pensée où les identités s'excluent les unes les autres, alors là, vous êtes fichu. Vous êtes fichu parce que poussé jusqu'à son terme, c'est-à-dire si chaque personne est une monade, alors la discussion avec les autres est absolument impossible, la fraternité est impossible, et justement l'espace de laïcité est un espace dans lequel précisément des identités plurielles, à mon avis, peuvent donner, parce qu'elles existent, peuvent donner lieu à des échanges féconds. Alors naturellement, j'avais cité aussi, je ne le cite pas, je n'ai pas le temps, mais naturellement, le cardinal 23 ici avait formulé le but de l'enseignement catholique de façon beaucoup plus adéquate avec la double nature de l'enseignement catholique, d'être catholique et d'avoir passé un contrat avec l'État en France. Alors, vous me dites, un fait religieux intervenant et obligatoire. Alors d'abord, personnellement, ça c'est une chose sur laquelle... comment dire ça? Alors, si vous voulez, de deux choses l'une. C'est comme pour l'enseignement moral et civique. Je vais faire un parallèle entre l'enseignement du fait religieux et l'enseignement moral et civique. L'enseignement moral et physique qui... Non, pas physique. L'enseignement moral et civique.
qui devrait prendre place dans les établissements, au moins dans les établissements publics. Je ne sais pas la frontière exacte, mais enfin au moins dans les établissements publics, à partir de septembre 2015. Nous avons échoué dans ces deux domaines, tant l'enseignement... Alors, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, il s'appelle enseignement moral et civique, mais j'aurais préféré qu'on ne l'appelât point enseignement moral et civique, j'aurais préféré qu'on dise éducation morale et civique pour les motifs que... Parce que c'est pareil. La morale et le civisme et le citoyen, c'est pas en vous expliquant justement la Constitution française que vous allez faire ça. La morale et le civisme, c'est du comportement. C'est du comportement. Par exemple, vous allez voter dimanche prochain. On a échoué. On a échoué, on a donné ça aux professeurs soit d'histoire et géographie pour l'enseignement civique et moral, soit aux professeurs d'histoire et géographie, lettres et artistique pour l'enseignement du fait religieux. Et en gros, ces professeurs n'ont jamais non seulement éduqué à la question, ni même instruit, parce qu'on est en retard sur les programmes, parce qu'on ne sait pas très bien s'y prendre, parce que ce n'est pas fondamental, etc. Alors, de deux choses l'une, monsieur. Si vous voulez que ça existe, j'en suis venu à l'idée suivante que je vous propose pour votre réflexion. Ou bien vous continuez à le donner à des professeurs, en effet, dédiés. Mais alors, à ce moment-là, il faut que le contrôle de ces professeurs, c'est-à-dire l'inspection de ces professeurs, ait lieu sur des cours d'éducation morale et éventuellement du fait religieux. Si vous ne faites pas d'inspection sur les cours d'éducation morale et de fait religieux, leur donner cette éducation ou cet enseignement, c'est comme si vous donniez rien. Mais c'est une première possibilité. À la réflexion depuis 10 ans pour l'enseignement du fait religieux et 20 ou 30 ans pour l'éducation civique et morale, à la réflexion, ce n'est pas la possibilité que je préférerais. Alors, quelle est l'autre possibilité? L'autre possibilité, c'est de donner un certain, comment dirais-je, un certain temps, un certain créneau horaire. Peut-être d'ailleurs de faire masse des deux choses, et c'est pour ça que je les prends en parallèle, de faire masse des deux choses, morale et civique d'une part, et fait religieux de l'autre. Peut-être masse. Masse, pas au sens où on va mélanger les choses pour faire une espèce d'infâme bouillie, mais masse au sens où l'espace de temps, ça sera de temps en temps consacré au moral et civique, de temps en temps au fait religieux, tout ça autour du chapeau général que moi je plaiderais, mais naturellement je vais être un peu tout seul là-dessus, ça n'a pas d'importance puisque l'ensemble des gens vont être contre, que je plaiderais sur l'idée d'éduquer, et j'aimerais mieux encore, apprendre à vivre ensemble. Et alors à ce moment-là, est-ce que c'est obligatoire? Je crois que oui. Je crois que oui. Nous avons décidé, et je crois que nous avons eu raison, c'est dans la loi, et c'est au-delà de la loi, c'est nécessaire, dans l'état actuel de la jeunesse, dans un pays comme le nôtre, nous avons décidé que le système éducatif ne devait pas faire qu'instruire, il devait aussi éduquer. Et éduquer, ça veut dire éduquer à vivre ensemble d'abord. Éduquer, ça ne veut pas dire éduquer, si vous voulez, à savoir faire une dissertation, à savoir... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a rien. Vous ne ferez jamais de dissertation de votre vie. Par conséquent, c'est toujours pareil avec les disciplines. On apprend des choses et il faut les apprendre parce que par leur truchement, on sait faire des choses. Si vous commencez à apprendre des... Qu'est-ce qui fait des mathématiques dans sa vie? Personne. Et pourtant, il faut apprendre les mathématiques parce qu'à travers les mathématiques, vous maîtrisez un certain nombre de compétences. Et donc, à travers l'instruction, vous éduquez à la maîtrise d'un certain nombre de compétences et d'ailleurs de comportement. De comportement. Bon. Et donc, moi, ma position, ce serait plutôt, on fait une masse de ces deux choses-là, sous le chapeau vivre ensemble. On en dédie un moment, avec, pas régulier, mais avec des moments. On fait intervenir plutôt des professeurs en binôme que tout seul. On développe les interventions extérieures. Alors extérieures à la classe, d'autres professeurs de l'établissement, et qui du coup sont plus à l'aise. Alors éventuellement des professeurs dont on sait qu'ils sont catholiques, qu'ils sont musulmans, et qui du coup viennent témoigner. Je veux dire, l'éducation de la jeunesse, mesdames et messieurs, c'est l'exemple aussi que vous donnez, et que l'ensemble des professeurs doit donner. Eh bien, je donne l'exemple de quelqu'un qui a la foi chrétienne. Ça peut se faire chez vous, ça va de soi. Mais je pense que ça devrait pouvoir se faire aussi dans les écoles publiques. C'est plus délicat, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Et puis, je crois qu'il faut
au titre du témoignage et au titre de la prise de il faut faire venir en effet des intervenants extérieurs. Ça se fait d'ailleurs en Alsace, je crois, ça se fait, etc. Bon. Et du coup, si vous voulez, au lycée, par exemple, il faudrait reprendre le CJS sous ce chapeau et essayer de le construire. Le CJS, qui était une excellente idée de M. Allègre en 97-18, a été entièrement dévoyé par les professeurs d'histoire et géographie qui ne font plus du tout de CJS, qui font un complément de cours d'histoire et géographie parce que je n'ai pas fini le programme. Non mais c'est odieux, monsieur, c'est odieux. Et par conséquent, il faut changer cette façon de faire. Et je crois que si on ne dédie pas des périodes, si on ne prend pas au sérieux le fait d'éduquer à vivre ensemble, et je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui dans la société française le prendre au sérieux. Mais si on ne prend pas au sérieux, c'est-à-dire si on n'essaye pas les différentes dimensions de cette éducation à vivre ensemble, de les concrétiser par un temps dédié, avec des modalités d'intervention dédiées, naturellement qui donnent tout leur débat, toute leur place aux discussions. Nous retrouvons l'intervention du vous n'allez pas vous mettre en Troisième République à réécrire des maximes comme au tableau. J'ai écrit un livre de maximes, mais enfin, vous n'allez pas dire l'instruction fait l'homme savant, l'éducation fait l'homme honnête. Ça, c'était la Troisième République, vous comprenez. C'est au tableau noir, vous n'allez pas faire ça. Mais ce que vous allez faire, c'est sur les affaires de faits religieux, sur les affaires de, comment dirais-je, même de civilité dans la vie quotidienne, sur les affaires de citoyenneté, vous allez créer des occasions de débat, des occasions... Alors évidemment, c'est d'autres compétences des professeurs. Évidemment, il faut former aider les professeurs à faire ça. Mais oui. Non, mais il faut comprendre qu'on est entré dans le XXIe siècle et que le XXIe siècle est un siècle de violence dans lequel la lecture religieuse des choses a pris le pas sur les autres lectures. Alors on a une autre question. Alors deux questions. Je vous en prie. La première sur les références, vous avez cité la déclaration de 1789 des droits de l'homme et puis la Constitution de 1946. Le préambule de la Constitution. Oui. Moi je vous interroge sur la Déclaration universelle de 1948, écrite par René Cassin. Oui. Je me permets de vous lire l'article 18. Allez-y. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Voilà, dans le climat et les questions autour de la laïcité en France, cet article, comment le mettre en œuvre, y compris à l'école. Et puis la deuxième question, c'est la question autour de l'université. En France, seule l'école pratique des hautes études et puis l'université Strasbourg propose des masters autour de la question des sciences des religions, alors que l'ensemble des universités de nos partenaires européens, des pays européens, ont des masters au niveau, et puis bien entendu des doctorats, autour de cette question sciences des religions. Quelle proposition en France, parce que l'université a peut-être un rôle à jouer aussi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut derrière être dans une logique de concours, de CAPES ou de CAFEC ou d'agrégation par rapport. Mais quand même, autour de la réflexion universitaire, comment on met ça en place dans les universités et les universités publiques françaises. Alors, sur la Déclaration universelle, je ne l'ai pas citée parce qu'elle ne fait pas partie de notre bloc fondamental de constitutionnalité. Puisque j'étais parti de ça, je n'étais pas parti sur l'idée que j'allais vous décrire tous les documents existants, etc. Alors vous avez raison de compléter par cela, mais j'attire votre attention sur l'article que vous avez lu et que chacun a pu entendre. Quant à l'expression publique des religions, quant au fait de changer de religion. Changer de religion, c'est une chose... je pense personnellement qu'on a raison de penser que c'est un droit fondamental, mais vous savez que c'est une pratique... qui est condamné de mort dans l'islam. Je veux dire, dans l'islam, l'apostasie. Ce qui pose d'ailleurs la question de qu'est-ce que c'est que l'islam dans un pays comme le nôtre. Un pays comme le nôtre n'est pas un pays musulman et par conséquent, la charia ne s'applique pas et ne s'appliquera pas.
Donc la construction d'un islam dans un pays comme le nôtre doit en effet trouver des compromis entre le relatif et l'absolu, dont je parlais tout à l'heure. Donc le changement de religion, c'est un sujet. Mais l'expression publique des religions, par quoi l'article que vous nous avez lu se termine, je trouve, personnellement, je vais vous dire, je trouve c'est imprudent qu'on n'ait pas borné cette expression publique des religions par l'ordre public. Il eût fallu dire, à mon avis, sous réserve de ne pas troubler l'ordre public. Parce que quand même, c'est bien la loi de 2004 dans les établissements publics qui a prohibé le port du voile et des signes dès lors qu'ils étaient ostensibles. Non pas qu'a prohibé le port du voile et des signes, mais dès lors que c'est ostensible. Et j'avais trouvé à votre intention une chose qui m'avait fait réfléchir. Où est-ce que j'ai mis ça? Attendez, j'avais trouvé que c'était assez malin. Où est-ce que j'ai mis ça? J'aurais dû le sortir. Alors tiens, puisque je voulais vous le dire. Mais je ne vais pas le retrouver alors. Est-ce que j'ai mis ça là? Non. Écoutez, je ne le retrouve pas. Mais l'idée, c'était la suivante. Mais ce n'est pas les termes exacts. Puisque je ne retrouve pas le papier, je ne peux pas vous dire les termes exacts. Mais l'idée, c'est la suivante. C'est le ministre Jean Zay, ministre de l'Éducation et d'ailleurs de la Culture dans les années 30. C'est d'ailleurs le seul qui, avant et avec Jack Lang, a été ministre à la fois de l'Éducation et de la Culture. Et Jean Zay a essayé de définir ce que c'est qu'un signe ostentatoire, avant même qu'on l'utilise dans la loi de 2004. Et il dit, je veux dire, la teneur de ce qu'il dit, c'est cela, c'est en quelque sorte un signe ostentatoire, et qui doit être prohibé parce qu'il est ostentatoire, c'est un signe qui est capable de susciter à son encontre une manifestation de même ampleur. C'est assez judicieux, ça. C'est-à-dire, je pense que c'est maladroit, quand on revendique un droit d'expression publique des religions, de ne pas mettre une certaine barrière, alors soit à l'ordre public, soit si vous n'êtes pas content, vous mettez autre chose, bon, etc. Alors, votre deuxième question sur l'université. Alors, la grande tradition de l'université française, c'est de ne pas traiter de ces questions, pas du tout. Et par conséquent, elles sont traitées dans deux endroits. Un, des établissements d'enseignement supérieur privés, et deux, en Alsace-Moselle. Parce qu'en Alsace-Moselle, puisqu'on est sous le règne du Concordat, l'université publique peut parfaitement traiter de questions de théologie ou de sciences des religions. Et d'ailleurs, ne s'en fait pas faute. Et donc, traditionnellement, l'université française s'est pensée comme un endroit où la théologie n'avait pas sa place. Et les sciences de la religion n'avaient pas... Bien. Alors, j'observe, mais ça c'est une chose qu'il va falloir regarder avec attention, j'observe que depuis janvier dernier, et sous l'impulsion du Premier ministre, et surtout du ministre de l'Intérieur et pas de l'Éducation, de l'Intérieur, c'est-à-dire, dans notre pays, le ministre de l'Intérieur, comme vous savez, est responsable des cultes. Et étant responsable des cultes, la question de la relation de l'État avec les religions relève de lui, et non pas du ministère de l'Éducation. Un des aspects de cette question, c'est la formation des clercs, je veux dire des imams, etc. Et dans notre pays, la formation des imams n'est pas assurée correctement. Elle n'est pas assurée correctement de deux points de vue, ni du point de vue, si vous voulez, de ce que serait une religion musulmane de France, et donc les gars arrivent de je ne sais où avec ce qu'est l'islam en général, et puis de l'autre point de vue n'est pas assuré comme étant non plus qu'est-ce que c'est que la France, qu'est-ce que c'est que ses habitudes, qu'est-ce que c'est que la laïcité, qu'est-ce que c'est ça. Autrement dit, l'espèce de double regard, une religion musulmane dans un pays comme la France, deux, les cadres habituels auxquels la France est habituée, etc., n'est pas assuré. Et donc le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre ont souhaité que se mettent en place avec les universités publiques et en partenariat parfois avec des organismes privés, des masters ou des structures de cours, etc., portant sur les sujets que vous évoquez, à destination, justement, soit des futurs imams, soit, etc. Et donc, je pense que ça fait une brèche dans les habitudes de l'université française, et c'est une chose à quoi il faudra être attentif. Personnellement,
je considère que c'est catastrophique qu'il n'y ait pas sur notre pays et dans notre pays des capacités d'éducation d'imams français. Et donc il faut les trouver. Les trouver d'une façon où l'université publique peut savoir son rôle me semble intéressant. L'ordre public, oui. Quand il n'est plus limpide, quand il est troublé, qui doit décider qu'il y a risque de trouble de l'ordre public dans cet espace de laïcité positive? Comment est-ce que vous voyez ça? D'abord, je pense qu'il n'y a pas de réponse scientifique à cette question, pas de réponse. Il y a des réponses institutionnello-légales. Et donc, nous sommes dans un pays où celui qui apprécie soit le trouble, soit le risque de trouble à l'ordre public, en gros, c'est comment dirais-je, enfin, au sommet, c'est le Conseil d'État, et éventuellement avant le Conseil d'État, c'est les tribunaux administratifs, etc. Autrement dit, l'appréciation du trouble ou du risque de trouble est une question institutionnello-juridique et non pas une question philosophico-scientifique. Vous voyez, c'est-à-dire, ça c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, je pense que c'est assez souhaitable que l'appréciation institutionnello-juridique du risque soit faite par des organismes où les magistrats siègent, c'est-à-dire des gens indépendants. Des gens... Alors, bon, de ce point de vue, je suis très attaché à ce que ce soit le Conseil d'État qui arrive à trancher en dernier recours. Dans certains cas, à mon avis, c'est assez simple. C'est-à-dire, quand vous avez une manifestation comme celle dont j'avais parlé pour la commune de Franche-Comté, ou des manifestations énormes, par exemple, prenons l'année, Madame Muel, prenons l'année 1994. Arrive au pouvoir M. Balladur, et il a comme ministre de l'Éducation M. Bayrou. 1994 13. Je suis directeur d'administration centrale au ministère à cette époque-là. Et le nouveau ministre arrive, et le nouveau ministre, soit lui-même, soit conseillé par des gens, etc., a envie de changer la loi Fallou. Peut-être qu'il a raison sur le fond. Peut-être que la loi Fallou, qui dépend de 1850 et qui met des difficultés de financement dans ceci, dans cela, pour des établissements sous contrat, est un peu anachronique. Peut-être que certains articles mériteraient d'être dépoussiérés, etc. Il se lance là-dedans, le ministre. Soit parce qu'il y croit, soit parce qu'on l'a conseillé, soit parce qu'il ne fait pas attention, il est très pris, il se dit ça doit être... C'est tellement évident qu'il faut le faire. Il se retrouve avec 1 million de personnes dans les rues contre lui. Ça, c'est un trouble à l'ordre public. Oui ou non? Il n'y a même pas besoin du Conseil d'État pour savoir. Et non seulement il n'y a même pas besoin du Conseil d'État, mais le ministre retire son projet de loi illico presto, et 2, il donne sa démission, qui n'est d'ailleurs pas acceptée. Je peux dire 3, échaudé par cette affaire, il passe le reste de son ministère à ne rien faire. Bon. Et donc, si vous voulez, parce que c'est dur d'être ministre de l'Éducation, je ferme cette parenthèse. Donc il y a des fois, c'est simple de repérer si l'ordre public est... Bon, alors après, le risque, c'est évidemment délicat, et plus c'est délicat, plus je crois qu'il faut être attaché à ce que ça soit des magistrats qui évoquent cela. Oui, Bernard? Sur ce sujet peut-être, ou en complément? Oui. Bernard Tout-le-Monde, qui s'est occupé de l'enseignement privé et de bien d'autres choses au ministère de l'Éducation nationale, et juriste. Donc, l'anecdote est la suivante. Il y a une loi récente qui interdit le port du niqab. Oui. Comme tous les projets de loi, ce projet de loi a été soumis au Conseil d'État. Le Conseil d'État, ce qui est très rare, a donné un avis défavorable à cette loi. À ce projet. À ce projet de loi. Le gouvernement a passé outre et le Conseil d'État a été mécontent. Très très mécontent. Sur quoi s'appuyait-il le Conseil d'État? Sur sa tradition. Les sonneries de cloches après 1905, les obsèques, les processions dans la rue, etc. Et puis, il a sorti un argument extraordinaire, c'est que lors du vote de la loi 1905, il y a eu un amendement pour interdire aux prêtres, qui à l'époque avaient tout un attirail quand ils se promenaient dans la rue, vous savez bien, ils avaient la soutane, et bien il y avait un amendement pour leur interdire le port de la soutane dans les rues.
hein, lors de la loi de 1905. Et Aristide Briand a dit, mais nous sommes là pour garantir l'exercice des cultes, et il n'y a rien de contraire à l'ordre public, à manifester même ostensiblement dans la rue sa religion. Voilà, juste l'anecdote. On organise régulièrement au niveau de Fort-Viris des colloques nationaux. Il y en a un à Lille qui est en cours et qui vient de se terminer. Et nous, on en a fait un à Bordeaux il n'y a pas très longtemps. On a eu une tentative assez importante à Pau avec un plateau qui était assez exceptionnel. Et même s'il y a du monde, mais on peut compter ça sur des dizaines de personnes, moins d'une centaine, je suis toujours très surpris de voir que sur les formations que nous organisons, avec des plateaux qui sont souvent, et des intervenants qui sont assez intéressants concernant le fait religieux, il y a souvent très peu d'enseignants. Alors, ça fait maintenant des années que certainement on fait les choses pas bien, ou qu'on ne communique pas bien, et trois petits points. Et on n'arrive pas à trouver la bonne formule. Et donc, l'idée c'est de se dire, mais au fond, les attentats qu'il y a eu, et nous à Toulouse, Mohamed Merah, on vient de fêter, hélas, un triste anniversaire il n'y a pas longtemps, on est convaincu aujourd'hui, ça nous a marqué, on est convaincu que le vivre ensemble est quelque chose d'essentiel. Et on le voit, ça traverse toute la société. Tous ici, et on est nombreux ce soir, je me réjouis de voir tous les chefs d'établissement ici, pas mal, plus que j'imaginais, et je me dis, mais pourquoi on n'y arrive pas? Qu'est-ce qui fait que? Alors, ma collègue Sylvie, qui est dans ce bâtiment, lundi va m'appeler en me disant, mais qu'est-ce que tu as fait? Ils sont tous venus me voir pour me demander des formations dans mon établissement concernant le fait religieux. Et elle va me dire qu'elle n'y arrive pas, et que voilà. Donc c'est très bien, si ce scénario arrivait, je serais heureux, même de me faire engueuler. Mais l'idée qui est derrière ça, et la question, c'est comment vous feriez, qu'est-ce que vous en pensez, comment il faut le prendre ce truc, pour que, puisque ça passe par la formation des enseignants, vous avez dit tout à l'heure, ils ne savent pas, ou ils n'osent pas, ou ça devient... Bon, admettons que nous mettions en place ces structures dans chacun des établissements, comment derrière donner de l'appétence, comment donner envie, comment les former? C'est une question, comment on appelle ça, une question... c'est pas une vraie question, parce que c'est une chose à laquelle vous avez réfléchi. Et donc, vous savez comment... Spontanément, monsieur, je dirais d'abord... D'abord, honnêtement, je crois, et si les gens dans le pays ne le croient pas, il faut le faire croire, parce que je crois que c'est vrai. Je crois qu'on est rentré dans une autre ère. C'est-à-dire, je crois que aussi bien pour le stock des professeurs en place, que surtout et en même temps pour le flux de ceux qui arrivent, et qui sont donc formés en formation initiale, il faut expliquer qu'ils sont là pour être l'enseignant du XXIe siècle. Et l'enseignant du XXIe siècle, il faut qu'ils comprennent que l'apprentissage ou l'éducation au fait de vivre ensemble est devenu central. Alors, ça c'est un premier point, en quelque sorte, de pédagogie sur la question. Cette pédagogie, elle va prendre différemment dans le premier degré et le second degré. Dans le premier degré, les professeurs des écoles ne sont pas assez disciplinaires, puisqu'ils sont précisément polyvalents, pour en quelque sorte ne pas bien comprendre la problématique horizontale du vivre ensemble. Ils la comprendront. Et je crois qu'il y a une espèce de terreau favorable dans le premier degré. C'est pour ça que ma réponse à votre interrogation, je joue le jeu de votre interrogation, mais je pense que vous avez tout ça en main vous-même. Ma réponse sépare radicalement le premier du second degré. Le premier degré, à mon avis, le terreau est assez favorable en tant que principe. Il est défavorable sur la question de la morale, n'est-ce pas? C'est une des choses que nous allons discuter dans 3 semaines. Mais puisque votre question m'y incite, quand vous réfléchissez à éduquer à vivre ensemble, il me semble que ça recouvre 3 choses. 3 choses. Ça recouvre ce qui est un peu éducation civique et citoyenneté. Et ça, il n'y a pas de difficulté, je crois, avec les professeurs des écoles. Ça recouvre éducation civile et morale. Et ça, il y a un élément de difficulté. Il y a un élément de difficulté qui tient à ce que nous, les adultes, nous avons du mal à, en quelque sorte, éduquer
à avoir un comportement civil, y compris par l'exemple que nous donnons. Mais je crois que ce serait faisable si on s'y prend bien. Et puis la troisième dimension, c'est précisément, dans mon esprit, l'enseignement du fait religieux. Et là, une grande partie des professeurs des écoles ne s'y prêteraient pas, y compris parce qu'ils considéreraient qu'ils ne sont pas compétents pour. Nous retrouvons la problématique de tout à l'heure. Il faut, je crois, faire... Alors, au premier degré, ne pas faire d'enseignement du fait religieux, pour moi, personnellement, mais si vraiment on voulait en faire, ne pas donner ça aux professeurs des écoles. Pour les professeurs du second degré, collège et lycée, la question est tout à fait différente. Tout à fait différente. Nous avons un recrutement des professeurs sur base disciplinaire. C'est-à-dire que les professeurs aiment leur discipline et deviennent professeurs parce qu'ils l'aiment. Non pas seulement parce qu'ils l'aiment, mais leur amour de cette discipline, l'intérêt de vivre avec cette discipline et de la transmettre à des jeunes esprits, cet intérêt commande leur entrée, leur vocation serait trop fort, mais leur entrée dans le milieu. Alors, je pense personnellement, évidemment, ça c'est une question éducative centrale qui déborde de beaucoup notre soirée. Je pense personnellement qu'à un certain moment, peut-être on l'a fait trop tôt, mais à un certain moment, un enseignement disciplinaire est nécessaire. Est nécessaire. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on puisse éduquer la jeunesse entièrement par des enseignants polyvalents. À un certain moment, c'est nécessaire. Je répète qu'en France, on a dû faire ça un peu trop tôt, à mon avis, mais qu'à un moment, c'est nécessaire. Mais, évidemment, vous gagnez avec un enseignement disciplinaire un certain nombre de choses que je crois importantes, par exemple dans la maîtrise d'un certain nombre de connaissances et de compétences précisément disciplinaires, mais vous perdez d'autres choses. Qu'est-ce que vous perdez? Vous perdez justement de la part des professeurs disciplinaires et qui sont recrutés comme ça, vous perdez la capacité à s'intéresser et à s'investir et éventuellement à assurer un certain enseignement transversal. Vous le perdez. Alors je ne crois pas qu'il faille, sur ce deuxième terrain des enseignants du secondaire, être trop naïf. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas, pour des professeurs pour qui la discipline est centrale, on n'arrivera pas à rendre très légitime et très important et très valorisant un enseignement à vivre ensemble comme celui que je décrivais. D'où ma proposition de tout à l'heure. Mettons plutôt deux enseignants ensemble et qui... ensemble, à travers leurs disciplines respectives, les TPE d'autrefois, et qui existent un peu encore maintenant, avaient eu cette idée-là. C'est-à-dire, c'est une bonne idée. C'est-à-dire, obligeons à travers les TPE, ça a été une invention encore d'Allègre en 97-98, et j'étais tout à fait favorable avec le CJS à cette invention, obligeons le duo de professeurs à travailler ensemble, etc. Donc c'est une façon, si vous voulez, de reconnaître la disciplinarité tout en ne la niant pas au profit d'une transversalité que suppose l'éducation à vivre ensemble. Au contraire, vous créez un duo. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, à mon avis, développer des interventions extérieures à la classe, soit de gens volontaires, et il y en a quand même, c'est-à-dire je suis un professeur d'histoire-géographie et de lettres, et je veux bien, parce qu'il y en a, il ne faut pas exagérer, je veux bien assurer tel ou tel enseignement, soit du fait religieux, soit témoigner moi-même de ce que veut dire, si je suis chrétien, le fait de l'être, etc. Et puis faisons des interventions extérieures. Et d'ailleurs, je pense personnellement, et ça c'est une question de politique éducative générale, je pense que l'appel à des intervenants extérieurs sera d'autant plus, comment dirais-je, fait par les équipes éducatives que la politique éducative globale mettra sur pied une forme de labellisation des intervenants extérieurs. Parce que vous comprenez, une des raisons pour lesquelles les équipes éducatives hésitent à faire venir des intervenants extérieurs sur tel ou tel sujet, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils vont dire. Et qu'il n'est pas tout à fait exclu qu'il y ait une proportion d'intervenants extérieurs qui non seulement disent n'importe quoi, mais qui disent éventuellement des choses malsaines au regard de l'ambition que vous avez d'éduquer à vivre ensemble. Et donc je crois qu'il y a assez raisonnablement une certaine réserve des équipes éducatives, pas une réserve totale, mais une certaine réserve des équipes éducatives à s'adresser à des intervenants extérieurs. Et je pense personnellement, comme je pense qu'il faut que ça se développe, je pense que pour que ça se développe de façon assez saine, et c'est nécessaire parce que des professeurs disciplinaires ne le feront pas en interne spontanément, eh bien il faut créer des formes de labellisation. C'est-à-dire, alors de ce point de vue, par exemple, le témoignage d'un imam, d'un prêtre, d'un pasteur, d'un rabbin,
c'est une forme de labellisation. Voilà des gens qui vont être capables de dire ce que c'est que l'expérience religieuse précisément. Bon. Mais pour des gens normaux, si je puis dire normaux, qui n'ont pas cette labellisation de par leur positionnement, mais à ce moment-là qu'on s'assure effectivement que l'intervention extérieure à laquelle on vous propose de vous livrer, eh bien, délivrera un message qui n'est pas incompatible avec celui que, éventuellement, vous êtes prêt à délivrer dans votre cours. J'avais juste envie de faire un écho par rapport à l'enseignement catholique. On se retrouve au niveau de ce que nous vivons dans des tas de choses de ce que vous avez dit. Et c'est vrai que moi j'ai été sensible à ce que vous dites. Au-delà même du message et de la labellisation qui me gênerait, qui quelque part pourrait me gêner, voilà. Je suis sensible à la laïcité d'intelligence et de connaissance à laquelle vous nous avez invités. Qui du coup invite à une laïcité de dialogue. Et c'est vrai que dans l'enseignement catholique aujourd'hui, c'est des choses que nous prônons beaucoup, dans le sens où on ne peut entrer en relation avec les autres que parce que si on prend le temps de les connaître. Et du coup, sans doute, un peu comme vous nous l'avez proposé, qu'on puisse avoir ces temps de débat et de discussion où on n'est pas forcément d'accord, mais c'est peut-être parce que justement on n'est pas en accord qu'on arrive à construire des choses ensemble. Et il y a une chose que j'avais envie de vous poser comme question, je le dis, mais parce que je sais, peut-être vous le reprendrez, peut-être il y en avait deux, vous le reprendrez sans doute le 9 avril. La première, c'est vrai que nous avons été un peu, là je parle au nom de l'équipe avec laquelle je travaille au niveau du secrétariat général, gênés, je ne sais pas comment dire le mot, parce que c'est que la date du 9 décembre, qui est la date de la loi de séparation de l'Église et de l'État, ait été choisie pour une journée nationale, dans le sens où pour nous c'était une loi d'équilibre plus que d'hostilité, et qu'on ne voudrait pas, et sans doute c'est pris comme pour tout le monde comme ça, mais que ça ne devienne pas, que ce ne soit pas compris comme ça, parce que c'est vrai que, exactement comme vous l'avez dit, pour nous, laïcité et religion, pas de laïcité d'ignorance, quoi. Et qu'au moment où il y a le début des extrémismes, qu'on se fasse tous les partisans d'une laïcité intelligente nous paraît important. Et la deuxième chose, et du coup ça lancera le débat de la prochaine fois, on parle beaucoup du vivre ensemble, apprendre à vivre ensemble, éduquer à vivre ensemble, et ça c'est Pascal Balman qui le dit, vous l'aurez dit ce soir. Il dit, mais là aussi nous avons à y réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble? Vivre ensemble pourquoi? Parce que vivre ensemble, ça pourrait être juste arriver à se tolérer. Est-ce que c'est ça? Ça serait déjà pas mal, remarquez. C'est vrai, mais à quelles conditions? Parce qu'en même temps, on voit bien que quelque chose qu'on décline depuis plusieurs temps n'est pas forcément facile. Vous avez très bien conclu. Enfin, sur votre premier point. Oui, quand même. Allez, 2 minutes. 2 minutes. Personnellement, je crois qu'il faut quand même... Personnellement, je dis ça pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je pense qu'il ne faut pas changer la loi de 1905. Il faut essayer de trouver des amodiations qui permettent de faire des choses qu'elle ne prévoyait pas, donc des compléments, des choses comme ça. Mais si on change la loi de 1905 dans l'état actuel de la société française, je pense qu'on fait une très grave erreur d'apprenti sorcier. Donc ma position personnelle, on ne change pas la loi de 1905. Cela étant, je ne crois pas qu'il faille tellement valoriser, quand on parle de la loi, son côté libéral. C'était quand même une loi de combat. Oui. Et d'ailleurs, ça a quand même bardé. Ah oui, bon. Et c'est devenu une loi libérale, et une loi tolérante et une loi de structuration de la société française dans les 15 ans qu'on suivit, grâce à une interprétation de certaines de ces dispositions. Et c'est le bloc loi plus interprétation, Bernard le disait pour les cloches, le disait pour la... etc. C'est le bloc dans lequel le Conseil d'État a joué sérieusement un rôle positif, bien plus positif que la loi elle-même. C'est le bloc qui, maintenant, nous régit et voilà. Et l'union sacrée de la Première Guerre aussi. Oui, c'est vrai. Alors, bien entendu, la guerre de 14, c'est-à-dire dans les tranchées, c'est les catholiques et les autres se sont retrouvés à être tués pareil. Non, mais... Bon. Et donc, je pense que si vous voulez, ce qu'il faut, l'enjeu aujourd'hui dans la société française, c'est vous qui l'avez dit, c'est d'essayer que cette conception d'une laïcité qui soit une laïcité neutre, c'est-à-dire pleine, et non pas neutre, c'est-à-dire vide, gagne.
C'est ça l'enjeu de la question. Alors après, si c'est le 9 novembre ou 11 novembre, ça n'a pas une importance folle. C'est-à-dire la loi, elle met, si vous voulez, nous sommes régis par une disposition qui maintenant fait à peu près le consensus et qui est plutôt... alors ensuite, vivre ensemble, c'est simple, madame. Je ne réponds pas, nous verrons ça le 9 avril, mais je veux dire, ça c'est la définition de Renan. C'est la définition de Renan. Qu'est-ce que c'est qu'une nation ? Et peut-être il faudrait l'étendre à qu'est-ce que c'est que l'humanité. C'est un groupe d'individus qui est soudé par deux choses. Un, des éléments communs d'origine, et deux, un projet. Et donc, apprendre à vivre ensemble, et je préfère apprendre à éduquer pour des raisons que je dirai le 9 avril. Apprendre à vivre ensemble, c'est effectivement faire partager à toute une collectivité un minimum de connaissances et d'appropriation d'origine pour qu'on sache à peu près d'où on vient, et un minimum d'éléments communs quant à un projet d'avenir. Si vous n'avez pas ça, c'est-à-dire si vous avez une conception purement instrumentale du vivre ensemble, en effet, vivre ensemble consiste à argumenter pour se tolérer, argumenter, etc. Mais que c'est pas une conception qui, en somme, valorise certains éléments du passé au service d'un projet qui soit raisonnablement commun. Si vous n'avez pas une telle conception, à ce moment-là, ça assèche la démocratie dans une structure de collectivité procédurale. C'est-à-dire, c'est la procédure qui vous définit. Je prétends, de même qu'un individu, à mon avis, ne peut pas se passer d'une dimension spirituelle dans sa pensée et son action, je prétends que l'homme démocratique ne peut pas être purement procédural. L'homme démocratique doit être enraciné dans une certaine connaissance et vision du passé et surtout, comment dirais-je, se porter vers un certain projet commun, et c'est ça qui fait une société.